CGM. Donc, merci à M. le Président pour l'invitation. Je suis toujours ravie d'être parmi vous. Donc, c'est devenu, alhamdoulilah, donc un rendez-vous annuel avec la région d'El Jadida pour vous présenter les mesures fiscales donc, relatives à chaque année. Donc, comme l'a très bien dit M. Radi, 2023, c'était l'année de la réforme de l'impôt sur les sociétés. 2024, c'était la réforme de la TVA. Et cette année, une réforme tellement attendue, celle de l'impôt sur le revenu. Les trois réformes, comme vous le savez, donc juste rapidement, s'inscrivent dans la convergence de notre système fiscal vers les recommandations qui ont été faites par les assises de la fiscalité en 2019, qui ont abouti à la sortie d'une loi cadre de la réforme fiscale, qui a pour principaux objectifs instaurer plus d'équité fiscale, donc comme l'a très bien dit M. Radi. Et la question, c'était qu'il fallait opérer cette réforme en 5 ans. Donc c'est pour cela qu'on a eu plusieurs mesures qui se font de manière progressive, même parce qu'on a eu en 2023 comme réforme, on est toujours en train de l'instaurer de manière progressive. Et l'année d'atterrissage sera l'année, Inch'Allah, de 2026. Donc, sans plus tarder, je commence par ce qui a été donc opté par la version définitive de la loi de finances 2025 en termes de mesures fiscales. Je vais vous présenter les mesures relatives à l'impôt sur le revenu. Ensuite, les mesures relatives à l'impôt sur les sociétés. On est revenu pour compléter la réforme. Elle était en 2023, mais cette année 2025, on complète certaines mesures relatives à l'impôt sur les sociétés. La TVA, on a principalement certaines mesures qui ont été prises en considération pour alléger la pression et pour faire face à l'inflation de certaines matières premières, telles que l'huile d'olive, telles que les viandes, effectivement. Donc, et puis enfin, je vais vous présenter certaines mesures qui sont transversales entre les différents impôts qui sont prévus par le Code général des impôts. Donc, sans plus tarder, je commence par les mesures relatives à l'impôt sur le revenu. Nous avons tous suivi donc, la refonte du barème de l'IR. Donc, le barème de l'IR, effectivement, le gouvernement a fait un peu d'efforts pour alléger la pression fiscale sur les revenus inférieurs. Et du coup, avant la loi de finances, on avait le barème qui était à gauche, et là, on atterrit à partir de tous les revenus servis à partir de janvier 2025 sur le barème qui est à $1. Principalement, donc, c'est la tranche inférieure qui était entre 0 à 30 000 dirhams, donc on l'a élargie, d'accord? Donc, on a décalé donc, le seuil de 30 000 à 40 000 exonérés annuels, bien sûr, on parle de revenus annuels, et puis par la suite, la profondeur de l'intervalle est restée de 20 000 dirhams, de 40 à 60 000, donc le taux est de 10%, les taux sont restés les mêmes, jusqu'à ce qu'on arrive à la tranche supérieure du revenu et le taux de l'impôt sur le revenu est passé de 38% à 37%. Certes, je vais juste un petit peu peut-être précéder, il paraît que c'est un peu donc, dérisoire comme baisse, mais au fait, la réforme de la fiscalité est plaidée pour un allègement de la pression fiscale à fur et à mesure qu'on élargit la base. Et l'année dernière, il y a eu beaucoup de mesures, d'ailleurs en termes d'amnistie fiscale, il y a beaucoup d'efforts de la part de l'administration fiscale pour essayer d'inclure l'informel. Donc nous pensons que pour les années à venir, il y aura beaucoup plus d'adhérents au système fiscal et on espère que ce barème subira un autre allègement pour les années à venir. Donc voilà ce qu'il y a eu pour le barème de l'impôt sur le revenu qui est applicable à toutes les catégories, sauf les catégories qui subissent un taux spécifique. D'accord ? Également, l'autre effort pour alléger la pression fiscale en matière d'impôt sur le revenu a été l'augmentation des charges de famille qui sont admises en déduction sur le salaire et sur le revenu global, qui passe de 370 dirhams par personne à charge à 500 dirhams par personne à charge. Donc, on peut déduire dorénavant 500 dirhams par personne à charge au lieu de 370 dirhams qu'on avait auparavant. Également, le plafond annuel, il était de 2160, donc il passe à 3000 dirhams. Donc, qui dit déduire plus, ça veut dire qu'on paiera moins en matière de pression fiscale.
Un effort également a été instauré, et je dirais que certainement, parce qu'il y a eu malheureusement certaines pratiques par rapport à certains employeurs, c'est d'abuser un petit peu de la reconduction des stages. Donc ici, la loi de finances intervient pour un petit peu canaliser au fait cette subvention et de la normaliser. Donc l'indemnité de stage, dorénavant, elle va être élargie à tous les stagiaires, quel que soit le diplôme, qu'ils aient un diplôme ou non, parce qu'avant, c'était réservé uniquement aux titulaires d'un baccalauréat ou alors diplôme professionnel ou une licence. Maintenant, tous les stagiaires, c'est-à-dire quel que soit le diplôme, mais également, on va limiter la durée. La durée, elle était de 24 mois, maintenant, la durée, elle est de 12 mois. Ça, c'est dans l'intérêt du stagiaire pour pousser un petit peu les employeurs à recruter plus rapidement les stagiaires plutôt que de reconduire le stage pendant 24 mois, ce qui reste quand même très long. Également, donc, on va encourager l'employeur à recruter ce stagiaire. S'il le recrute, bien sûr, dans le cadre d'un stage ANAPEC, je le précise très bien, il faut que le stagiaire soit inscrit en matière d'ANAPEC. Donc, s'il est inscrit à l'ANAPEC et qu'il est recruté par la suite, l'employeur, et bien sûr l'employé, il bénéficie d'une exonération de l'IR pour une période de 24 mois, d'accord, et dans la limite d'un salaire quand même de 10 000 dirhams. Alors, les bons représentatifs, comme vous savez, on peut octroyer des bons représentatifs qui sont déductibles en matière d'impôt sur les revenus salariés. Le plafond était de 30 dirhams, donc on a relevé le plafond, donc face à l'inflation, 30 dirhams, il y a longtemps, c'est pas 30 dirhams d'aujourd'hui. Donc on a relevé le plafond de 30 dirhams à 40 dirhams qui peut être déductible en matière d'impôt sur le revenu. Alors, on revient sur la question des contrats d'assurance retraite. Donc, rapidement, les contrats d'assurance de capitalisation, avant que j'explique un petit peu donc, la mesure, il y a la possibilité pour tout un chacun de contracter un contrat d'assurance complémentaire pour préparer sa retraite de manière complémentaire. Donc, ces contrats, c'est-à-dire comment ils fonctionnent lorsqu'on injecte donc, des sommes, donc des mensualités ou alors des versements trimestriels selon la fréquence qui nous convient. Souvent, ils sont générateurs de produits, d'intérêts. Donc, c'est comme le contrat d'épargne. Donc, quand vous mettez votre argent dans un contrat d'épargne, il génère 2% et souvent, ces contrats, ils rémunèrent mieux. Alors, le contrat, il a un certain avantage fiscal, c'est que si le contrat il est gardé pendant 8 ans, c'est-à-dire depuis le moment où je l'ouvre avec ma banque jusqu'au jour où j'ai décidé de racheter le montant que j'ai accumulé pendant la période d'épargne, le montant que je rachète, il est exonéré de l'IR en matière de plus-value. Par exemple, j'ai cotisé un capital de 100 000 dirhams. Si à échéance, après 8 ans, je retrouve dans mon compte 120 000 dirhams, les 20 000 dirhams sont exonérés parce que c'est une plus-value. Si je l'avais réalisé autrement, j'allais être imposé dessus. Mais ça va être exonéré parce que le contrat, il bénéficie de cet avantage et qu'il a été gardé pendant 8 ans. D'accord ? Ça, c'est un dispositif qui existait. Maintenant, la loi de finances de cette année, elle vient juste pour compléter. Elle nous dit que si jamais on ne respecte pas la condition de 8 ans et qu'on rachète avant les 8 années, les 20 000 dirhams vont être imposés. Donc voilà, c'est un peu en résumé la mesure relative à ce contrat d'assurance. Après les modalités d'imposition, comme je dis, c'est les 20 000 dirhams, donc c'est la plus-value. Ou alors, si jamais je demande, parce qu'il y a possibilité à échéance de ne pas racheter les 120 000, de demander une rente, c'est comme la retraite. Donc, dans ce cas, alors, j'ai besoin de... Excusez-moi. Merci. Je disais, c'est que le capital, à la fin, je peux ne pas l'avoir, 120 000 dirhams, leur demander de me verser une rente, comme la retraite. Dans ce cas, les modalités d'imposition sont de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais être imposé, je vais prendre les mêmes dirhams, et donc je vais voir la quote-part
des années que je n'ai pas respectées, et puis elle sera imposée en tant que telle, pour simplifier. La bonne nouvelle, est-ce qu'on peut passer le slide pour les retraites, elles vont être également exonérées. Mais les retraites de base, à partir du 1er janvier 2025, tout ce qui est retraite de base servie aux retraités va bénéficier d'une réduction de l'impôt sur les revenus de 50%. D'accord? Et il y aura une exonération totale à partir de janvier 2026. Je parle des retraites servies, mais des retraites pas complémentaires, mais les retraites de base. Bon, les retraites de base, c'est la CNR, la CNSS, voilà. Donc, c'est toutes la RCAR également. La CNM, la RCAR et la CNSS. Donc, c'est trois régimes de base que nous avons. Donc, tous les bénéficiaires de ces retraites vont pouvoir bénéficier d'une exonération en matière d'IR. Déjà, à partir de janvier 2025, c'est 50%. Ils ont senti l'effet. Et l'effet plein, ça sera à partir de janvier 2026, exonération totale en matière d'impôt sur le revenu. Alors, on revient sur les revenus fonciers. Alors, les revenus fonciers, on peut passer s'il vous plaît l'autre slide. Voilà. Merci. Donc, les revenus fonciers. Les revenus fonciers, c'est toute une histoire. Comme vous savez, on l'a suivi depuis 2019. Donc, on a instauré le taux de revenu à la source de 10% et de 15%. Puis après, on est revenu pour dire que non, il faut qu'il y ait une déclaration de revenus global. Donc, la plupart parmi nous qui ont des revenus locatifs, l'année dernière, se sont retrouvés à devoir faire une déclaration de revenus global pour compléter s'il y a quelque chose à compléter. D'accord? Mais en tout cas, il fallait faire une déclaration de revenus global parce que ça a été instauré par la loi de finances de 2023. Voilà. Maintenant, c'était compliqué. C'était pour les gens qui ne sont pas habitués à rentrer sur le système, les salariés en général. Donc, un salarié, il n'a jamais fait une déclaration de revenus global. Il s'est retrouvé à devoir accomplir cette formalité dans les délais. Donc, c'était un petit peu compliqué. Du coup, cette loi, cette année, elle vient pour simplifier. Elle nous donne la possibilité pour les personnes qui subissent la retenue à la source, je reviendrai sur quelles sont ces personnes, donc les personnes qui subissent la retenue à la source de 10 et 15%, ils ont la possibilité de demander à la personne, le locataire chez eux, au lieu de me faire la retenue à la source de 10 ou 15, fais-moi 20%. D'accord? Et quand tu vas me faire 20%, moi je serai dispensée de faire la déclaration de revenu global. C'est comme si je paie dorénavant le complément chez le locataire. Alors, c'est qui paie? Alors, 10 ou 15, c'est en fonction du seuil de 120 000 dirhams. Les personnes qui ont un contrat de location jusqu'à 120 000 dirhams, c'est le taux de 10% qui s'applique. Et ceux qui dépassent 120 000 dirhams, c'est 15%. Et c'est qui doit subir la retenue à la source si je loue à une société ou à une personne qui exerce en tant que personne physique sous le RNR, par exemple un médecin, un avocat. Si par contre je loue à un particulier, le particulier ne doit pas me faire une retenue à la source. Je dois faire ma déclaration de revenu global. Mais si je loue à une société ou un médecin, avocat, architecte, donc qui exerce en tant que personne physique, lui, il est obligé de par la loi, de par le Code général des impôts, de faire une retenue à la source. Il va faire soit 15% ou la 10% en fonction du 120 000. Et maintenant, si je lui dis non, s'il vous plaît, faites-moi 20%, il va me dispenser de ma déclaration de revenu global annuel. Donc voilà un petit peu ce qui a été opéré cette année par rapport au revenu foncier. Donc le slide, s'il vous plaît, après. Ici, effectivement, ici, nous présentons juste qui doit subir la retenue à la source. Il subira la retenue à la source uniquement si je suis propriétaire d'un bien et je le loue à une société ou à un médecin, avocat, voilà, ainsi de suite. Et le seuil de 10-15%, c'est en fonction du contrat annuel.
Et bien sûr, je peux opter pour 20%, comme j'ai dit. Mais bien sûr, pour opter pour 20%, il y a une procédure à suivre. Hein. C'est pas comme ça. Il faut faire une demande auprès de la direction des impôts. Elle va vous donner une attestation que vous allez la présenter à votre locataire. Et le locataire, dans ce cas, c'est lui qui se charge de la retenue et du versement. Et c'est lui qui en est responsable. Alors, on passe par la suite. Le slide d'après. Donc, il y a eu également clarification du traitement fiscal applicable aux opérations de transfert d'immeubles ou de droits réels immobiliers de patrimoine privé d'une personne physique à l'actif de son société. Alors, je m'explique. Ici, quand une personne physique, elle détient des biens immeubles, un terrain, donc un immeuble, voilà, elle peut l'apporter, c'est-à-dire le donner à sa société, à une société en cours de création. Et cette opération d'apport, parce que l'apport dans le Code général des impôts, dans la loi fiscale, est considérée comme une cession. Donc, dans ce cas, l'administration peut demander s'il y a plus-value, il faut payer la TPI. D'accord? Mais il y a un dispositif qui nous permet de faire cette opération d'apport parce que moi, je veux juste me restructurer. Au lieu de louer directement, je veux louer à travers une société. Donc, je veux juste me restructurer. Dans ce cas de figure, il y a un dispositif qui existait. Donc, on peut faire l'apport et la plus-value qui est calculée au moment de l'apport, elle ne sera pas imposée maintenant. Elle sera imposée par la suite. Ce qu'on appelle un sursis d'imposition. Par la suite, c'est-à-dire quand la société, elle va vendre l'immeuble. Donc, c'est comme si on n'a rien fait. Ou alors, quand moi, je vends la société. Ça existait. Alors, loi de finances 2025, elle a juste complété ce dispositif pour dire qu'on peut faire l'apport soit à la valeur d'origine ou la valeur réelle. Donc, on peut choisir, parce qu'avant, c'était principalement la valeur réelle. D'accord? Et on a eu une autre clarification, c'est en matière de... même si j'ai une société foncière, en fait, j'ai une foncière, je peux elle aussi l'apporter, parce que comme vous savez, la cession d'une société foncière, elle est sujette à TPI. Je suis une personne physique, je cède une société foncière, une immobilière, elle est sujette à la TPI. Donc, elle aussi, elle va se bénéficier du même avantage. C'est que si j'ai une foncière et je la porte à une autre société qui m'appartient toujours, elle aussi, elle va pouvoir bénéficier de ce sursis d'imposition jusqu'à cession ultérieure de la société. D'accord? Alors, on passe... le slide d'après, s'il vous plaît. L'expropriation. La loi de finances 2025, elle revient sur le principe d'expropriation pour mieux clarifier le mode d'imposition. Parce que c'est quoi l'expropriation? Comme vous savez, s'il y a un aménagement urbain et qu'il y a une route qui doit être tracée sur un terrain qui nous appartient, on croise les doigts, personne ne souhaite être exproprié, pour une utilité publique, dans ce cas de figure, il y a une expropriation. Et il peut y avoir une indemnisation. D'accord? C'est possible qu'il y ait une indemnisation. Donc la loi de finances 2025, elle va juste clarifier qu'une indemnisation qui est imposable à la TPI, c'est-à-dire que, imaginons le cas, j'ai hérité un terrain dont la valeur au moment de l'héritage était de 100 000 dirhams. Par la suite, sa valeur s'est appréciée à 10 millions de dirhams par miracle. Et après, il y a eu expropriation et on me fait sortir quand même une indemnité de 1 million de dirhams. L'indemnité, c'est 1 million de dirhams, mais moi, mon coût, c'est 100 000 dirhams, la valeur d'héritage. Donc, il y a une plus-value. Cette plus-value, elle est imposable en matière des profits fonciers. D'accord? Ici, c'est juste qu'on va compléter, qu'on dit que les profits fonciers sont ceux qui sont réalisés lors de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ça existait. On va rajouter également pour cause d'expropriation d'immeubles ou de droits de réel immobilier qui résulte d'une voie de fait, d'accord? Ou également à cause d'une décision de justice. Donc, même s'il y a une décision judiciaire qui a décidé l'expropriation d'un immeuble,
là aussi, on est considéré comme dans le cadre d'une opération imposable s'il y a une plus-value. J'ai bien dit s'il y a une plus-value, parce que s'il n'y a pas d'indemnisation, ben, il n'y a rien à payer. On va clarifier également quand est-ce qu'on va payer. Parce que, comme vous savez, dans les cadres des sessions, quand je cède, je dois faire une déclaration et payer ce que j'ai à payer dans les 30 jours qui suivent la date de session. D'accord? Quel que soit, est-ce que l'acheteur m'a payé ou m'a pas payé, ça c'est une autre histoire. Dans l'expropriation, on va un petit peu atténuer cet effet. On va payer quelque chose, mais on ne payera que lorsque l'indemnité sera versée. Donc c'est 30 jours à partir de la date de l'encaissement de l'indemnité. Donc voilà pour la clarification concernant l'expropriation. Et malheureusement, on va retrouver la retenue à la source également. Donc là, au fait, en matière d'imposition du produit d'expropriation, la personne qui va verser, donc si c'est l'État ou si c'est une collectivité ou alors, lorsqu'elle va verser, elle va faire une retenue à la source de 5% du prix de cession, qu'on peut demander restitution. Donc même si je ne suis pas bénéficiaire, elle va faire 5%. Et pas de retenue à la source, après je vais devoir faire la déclaration, et si je trouve que je ne suis pas du tout gagnant dans cette opération, je vais demander restitution auprès des impôts et je vais devoir bien sûr justifier qu'il n'y a pas de plus-value imposable. Alors, et la nouveauté en matière d'hier, celle qui a fait couler beaucoup d'encre, celle qui a fait parler les médias, c'est effectivement, ça fait des années qu'on parle, et les influenceurs, et les youtubeurs, et pourquoi ils ne payent pas d'impôts. La vérité, c'est qu'ils devaient payer ils pouvaient payer des impôts parce que tout ce qui est revenu répétitif, c'est-à-dire quand moi j'ai un revenu récurrent, c'est considéré comme un revenu professionnel. Donc, revenu professionnel, parmi les définitions, c'est tout revenu à caractère répétitif. Donc, si l'influenceur ou le youtubeur avait été contrôlé avant 2025, on aurait pu donc le capturer dans ce chapitre de revenus professionnels. Mais apparemment, il y a eu beaucoup de revenus autres influenceurs, OneXBet, on parle de certaines applications qui ont fait que cette année, on a dû vraiment clarifier et rajouter un chapitre. Parce que jusque-là, on avait 5 catégories. On avait les revenus professionnels, agricoles, salariés, fonciers, immobiliers, tout ce qui est placement financier. Cette année, on a rajouté et les autres revenus égaux pour mieux clarifier et mieux imposer toutes sortes de revenus. Alors, quels sont ces autres revenus? De 1, c'est tout revenu de source non justifiée. Donc, les autres revenus et gains concernent les revenus évalués dans le cadre de la procédure d'examen d'ensemble dont la source n'a pas été justifiée. C'est-à-dire que je subis un contrôle en tant que personne physique. On vient, on check mes relevés, on trouve ça c'est des dividendes, ça c'est des loyers, ça c'est visible, c'est le locataire qui vous fait le virement, et je trouve des versements ou alors des chèques non identifiés. Si je n'arrive pas, moi, le contribuable à apporter la preuve que ce sont des revenus fonciers pour un petit peu être imposé à 20% au moins, dans ce cas, l'administration fiscale va considérer ça comme un revenu non justifié et donc c'est autre revenu et gain. Voilà. Également, deuxième définition des autres revenus et gains, on va retrouver les revenus et gains divers provenant des opérations lucratives qui ne se rattachent pas à une autre catégorie. C'est là où on va retrouver, si l'influenceur est dit moi je ne suis pas revenu professionnel ou je ne suis pas revenu agricole, on va le rattacher ici. Ça ne rattache à rien, ok, donc c'est autre revenu des gains. Et la troisième catégorie, c'est les gains des jeux de hasard par Internet. On va bien préciser par Internet. Ah, c'est pas Mazagan. Mazagan, elle a échappé à la dernière minute. Ah oui, ils ont retiré les deux sources. En fait, c'était les deux sources tout. Ils ont rajouté ce que j'ai souligné ici, de sources étrangères. Donc, c'est de sources étrangères. C'est-à-dire que nos compagnies nationales restent protégées, mais elles ont dû sacrifier une petite contribution sociale de solidarité. Je suis très déçu. Je veux bien que. Peut-être.
c'était dans la première version du projet, il y avait tout. Après, voilà, on a rajouté des sources étrangères. Exactement, mais ils ont sacrifié les compagnies nationales, ils ont décidé de payer une contribution sociale de solidarité de 2% sur leurs bénéfices à eux. C'est pas mal, voilà. Pour ça, les contribuables restent contents et heureux. Au mois d'agro. Je pense qu'ils le sentent. Eux, ils le sentent. Les autres, voilà. Donc, comment ils seront imposés? Ils seront imposés, ces jeux de hasard, ils seront imposés à hauteur de 30%. Versés par voie de revenu à la source. Alors, qui va faire cette revenu à la source? C'est la banque. La banque, quoique, apparemment, il y a eu d'autres mécanismes. Le mécanisme, c'est 30% pour les jeux de hasard par Internet de sources étrangères vont être imposés lorsque la banque va servir le montant gagné à la personne. Elle fera une retenue à la source de 30% qu'elle versera au trésor. Voilà ce qu'il y a eu en matière de réforme impôt sur le revenu. Donc, vraiment, oui, on voit qu'il y a l'intention d'alléger la pression fiscale, mais on comprend bien que cet allègement, il va se faire au fur et à mesure qu'on élargit. On élargit, par ailleurs, on est en train de préparer le terrain. Chaque année, on a commencé par l'identification d'office, par la taxation d'office, par les amnisties, et maintenant, on a défini clairement une nouvelle catégorie, comme ça, l'administration fiscale, rien ne lui échappera si jamais la personne est sous contrôle fiscal. Et du coup, comme on dit, à bon entendeur, il faut coopérer au système fiscal et comme ça, on réussira petit à petit à alléger sur les autres catégories, savoir les revenus salariaux principalement. Donc, je passe à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, c'est principalement complété, d'accord? Première mesure, c'est dans le cadre de combattre les effets de l'inflation. Ceux qui achètent une voiture commençaient à 200 000 dirhams mais pas à 300 000. Ceux qui passent les voitures qui se vendaient avant 2020 à 300 000, maintenant elles sont à 400 000. Donc il y a eu une inflation. Alors le CGI, juste pour prendre en considération cette inflation, comme vous savez, les voitures qu'on achète pour le transport, les directeurs et tout, sont déductibles à hauteur de 300 000 dirhams TTC. Donc été. Maintenant, le plafond a été relevé jusqu'à 400 000 dirhams TTC. Les sociétés de participation. C'est quoi une société de participation? C'est parce qu'il n'y a pas vraiment forcément un contrat, voilà, de statut et tout. Donc, c'est entre deux personnes, des personnes qui ont décidé de rentrer dans un projet. Cette société de participation, avait la possibilité d'opter pour l'IS. Ils disent, est-ce qu'on est imposé en IR ou IS? Alors, la loi de finances, elle va instaurer l'obligation de l'IS si certaines conditions sont respectées. De 1, parmi les associés, il y a une société, une personne morale. D'accord. De 2, même s'il n'y a pas une personne morale, on devient juste 6 personnes physiques, on n'a plus l'option, la possibilité. On doit être imposé sous le chapitre de l'IS. D'accord. Donc ça, c'est les deux principales. Et bien sûr, il y a le principe de solidarité entre les associés. Tout cela, c'est pour, comme vous le savez, quand il y a une volonté de faire converger ou alors de pousser les gens à se déclarer sous forme de l'IS plutôt que l'IR. L'IS, c'est plus facilement contrôlable, l'IS, on a la possibilité de faire des rapprochements et tout. En matière d'impôt sur le revenu, c'est beaucoup plus difficile. D'accord. Du coup, de petit à petit, on essaie un petit peu d'instaurer des petites mesures. Parce que là, quand je me retrouve, moi, en tant que société de participation, obligée de faire l'IS. Mais cerise sur le gâteau, c'est que l'impôt, on est responsable solidaire. C'est comme la société en nom collectif. Je vais préférer le transformer en salarié. Comme ça, la responsabilité reste limitée à la société. Donc ça, c'est
concernant les GIE également, les groupements d'intérêt économique. Alors, groupement d'intérêt économique, c'est lorsqu'on décide, entre personnes morales, mais également personnes physiques, de réunir nos moyens pour entrer dans un projet. Souvent, on fait appel à des groupements d'intérêt économique, par exemple, entre les promoteurs immobiliers pour construire une route qui sert les différents projets. Ou alors, dans le cadre également de soumission à des marchés publics, certaines sociétés vont réunir leurs moyens pour se missionner sous forme de groupement d'intérêt économique. Alors, le groupement d'intérêt économique, la loi de finances, elle va l'assujettir de manière obligatoire un impôt sur les sociétés. Et alors là, mais ça va changer, j'espère. Je l'espère. Il y a un dispositif. Avant que j'explique ce qui a été fait cette année, déjà le dispositif existait. C'est la fiscalité des groupes. Alors, c'est quoi la fiscalité des groupes? Pourquoi souvent les sociétés sont amenées à se structurer en groupe? Parce qu'ils réunissent leurs moyens. C'est-à-dire que moi, je suis la société mère et j'ai des filles. Ben, j'ai une machine ici, je peux la prendre et la poser dans l'autre société. J'ai un terrain que je veux le développer, mais je ne veux pas qu'il reste dans cette société parce qu'elle fait d'autres activités, donc je crée une société de promotion et je vais développer ce terrain pour faire exactement le cash flow. C'est pas mis, vraiment on peut remonter le cash de là et l'injecter de là sans qu'il y ait la question de distribution de dividendes et sur lesquels je dois payer. Donc ça, c'est la fiscalité des groupes comme même. Alors, comme j'ai dit, on a la possibilité de prendre une machine de là et la mettre ici. Il faut juste qu'il y avait juste une condition, c'est que le groupe il doit être tout le temps détenu par une société mère qui détient 80%. D'accord? Quand il y a le transfert. Cette opération de transfert, parce que comme vous savez, quand il y a une sortie d'une machine ou d'un terrain d'une société vers une autre, c'est considéré une cession. Mais vu qu'on est sous le chapitre d'un groupe et de la fiscalité du groupe, je peux faire sortir et sans payer de plus-value. Donc ça reste dans le groupe. Donc c'est ça le grand avantage d'un groupe, parmi les grands avantages. Donc ça existait. Alors ce qu'ils ont fait sur la division, ça change, et 80% ça a baissé. C'est-à-dire qu'au lieu que je sois obligée de détenir 80%, uniquement les 2 tiers. Ça c'est une bonne chose. Également, quand j'importe, la machine, elle sort, elle était à 300 000, elle vaut 1 million, je peux toujours la porter à 300 000. Il n'y a pas d'imposition. L'imposition, elle va être que lorsqu'il y aura sortie de la machine du groupe. La problématique, c'est la définition qu'ils ont instaurée. La notion de transfert d'immobilisation s'entend que le transfert a eu lieu en contrepartie de titres. Donc, je prends la machine, je suis la mère et vous êtes la fille. Je prends pardon, excusez-moi. Je suis la mère, vous êtes la fille, parce qu'en général, dans les groupes, on dit on ne dit pas père et fils, c'est bizarre. Je suis la mère, vous êtes la fille, d'accord? Donc, avec une machine, lorsque vous me la donnez, c'est-à-dire que je dois te donner des titres. Imagine, donc je suis actionnaire dans vous, et vous devenez actionnaire dans moi. Il y a une caricature dans l'économiste qui est sortie, elle dit l'explication de qui est actionnaire de qui. Donc ça, cette définition, absolument, il faut que ce soit revu. Absolument. Parce que sinon ça va bloquer même les restructurations de groupe. Franchement, il y avait 2 avantages, le cash flow et les machines et le matériel. Maintenant, ça n'a pas de... Ok, merci, je ne trouve pas d'autres mots. Donc, la taxe sur la valeur ajoutée. Maintenant, voilà pour l'IS qu'il y a eu. On passe à la TVA. La TVA, l'année dernière, on a eu une réforme. Parmi les axes de la réforme, c'est la fiscalité digitale. Comme vous savez, la TVA, elle est territoriale. C'est-à-dire que moi, en tant que Royaume du Maroc, je dois imposer tout ce qui est produits et services.
servi sur mon territoire. Avec Teams et les conférences digitales et tout, en fait, il n'y a plus question de frontières. J'ai un cabinet en France, il va faire une formation à quelqu'un ici au Maroc. La prestation, elle est servie sur le territoire marocain. Mais il n'a pas facturé la TVA. Parce que lui, c'est un fournisseur qui est là-bas et c'est passé avec un client personne physique. Donc, moi, en tant que royaume du Maroc, il y a tout un service qui m'a échappé. Et là, j'ai donné l'exemple des formations. Imaginons l'ampleur de Netflix, de Google Ads. Là, c'est des marchés qui sont très importants en matière de chiffres. C'est des prestations numériques, donc qui ne sont pas imposées forcément à la TVA et qui échappent à nos recettes. Donc ça, c'est une problématique mondiale qui a été lancée partout dans le monde. L'année dernière, ils ont introduit l'obligation pour le fournisseur étranger de s'identifier auprès des impôts et de payer la TVA, de facturer la TVA. Après, est-ce qu'il va la faire ou pas la faire, ça c'est une autre histoire. Mais ils avaient mis que même s'ils donnent, ils forment un client juste passager. Un touriste à Marrakech, il se connecte sur une formation d'un cabinet américain. Le cabinet américain, il doit facturer la TVA. Alors, ils ont enlevé ces clients résidents à titre occasionnel, ils l'ont remplacé par un client domicilié au Maroc. Sauf que le domicile fiscal, ici, le slide d'après. Pour le domicile fiscal, on va créer une nouvelle définition. C'est qui ce client domicilié? Quoique le domicile fiscal, on connaît les formulaires. C'est règle. Non, c'est pas que le nombre de jours. Domicile fiscal, oui, le nombre de jours, mais c'est le troisième critère. D'abord, le foyer d'habitation permanent. Où est-ce que vous avez votre maison principale, votre famille, vos enfants? Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, c'est le centre d'intérêt économique. C'est-à-dire que si vous avez une maison ici et là-bas, une partie de votre famille ici et en France, et puis on va passer au deuxième critère, c'est le centre d'intérêt économique. C'est-à-dire où est-ce que vous travaillez, vous êtes actif économiquement, vous générez des revenus. Il y a des personnes qui sont ici et là-bas, même dans le deuxième critère. J'ai des sociétés là-bas et des sociétés ici, donc je suis dans les deux pays. Ah, celle-là, on se rabat sur le troisième critère, les 183 jours. Ça, c'est la définition de domicile fiscal. Mais pour ce chapitre de TVA, on va créer une définition et on va préciser qu'elle est applicable uniquement pour ce chapitre. Alors qu'on ne peut pas l'appliquer ailleurs. Alors, le client est présumé résident au Maroc s'il a une adresse au Maroc. On a juste une adresse, même marocain résident à l'étranger, j'ai une adresse au Maroc que je suis considéré client résident. Pour le chapitre de TVA, servi par un fournisseur étranger. Également, si je paye par une carte bancaire marocaine. Et troisièmement, si j'ai une adresse IP au Maroc. Et quatrièmement, si j'appelle, la prestation elle est faite par téléphone, indicatif de 112. Donc, si l'un des 4 critères sont respectés, le fournisseur étranger, il doit appliquer la TVA sur le service rendu. C'est sérieux, madame. C'est sérieux. C'est sérieux. Oui. Comme je dis, il y a des marchés, la vérité, on va comprendre. Marché, Netflix, Google Ads, et tout, il y a des services qui sont rendus sur le territoire marocain, mais qui échappent à la TVA. C'est un service comme n'importe quel autre. Donc, il faut qu'il paye la TVA. Moi, je suis pour. Alors, je passe à une autre mesure. On va exonérer les locations qui sont faites par les foncières, c'est-à-dire les sociétés ou les OPCI, qui vont porter des établissements scolaires. J'ai une société. Je vais construire une école au sein de la société. Donc, c'est une foncière. Et cette société, je vais la louer à quelqu'un qui va exploiter l'école. Cette location, elle est exonérée de la TVA. D'accord ? Également, si j'achète des biens, d'équipements pour l'école, c'est exonéré de la TVA pendant une période de 36 mois, à partir bien sûr toujours de la création de la société. La création, le démarrage de l'activité.
La date de la carte professionnelle, en général. C'est ça, je parle sur le contrôle, c'est 36 mois à partir de la date de la carte professionnelle. D'ailleurs, quand on présente, on demande la carte professionnelle. C'est la date de mariage, effectivement. Parfois, on a, mais ça démarre après. En tout cas, c'est la carte professionnelle qui fait ça. Ensuite, il y a une exonération, donc ça, c'est ce que je viens de dire. Les levures, en matière de TVA, on va imposer la levure sèche. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on a imposé la levure sèche qui était exonérée et là, elle passe à un taux de 20%. Et par contre, on va exonérer, comme vous l'avez très bien précisé, Monsieur le Président, les viandes, donc toute nature de viande, seront exonérées de la TVA à l'intérieur et à l'importation. On va exonérer l'importation des animaux également, le riz, cargo et les huiles d'olive. L'huile d'olive, comme vous savez, il n'y a pas de production cette année au Maroc, c'est pour ça que les prix sont chers et du coup on est amené à importer de l'huile d'olive de l'étranger. Alors on a exonéré ce produit-là de la TVA de 20% pour alléger la pression sur le consommateur. Et enfin, en matière de TVA, comme vous savez, la part qui part de la TVA vers le budget des collectivités territoriales était de 30%. Donc, on va augmenter la part des recettes de la TVA qui va dans le budget des collectivités à 32%. Et on termine sur des mesures fiscales transverses. On va nous sanctionner, les experts comptables. Donc, les experts comptables, comme vous savez, et les comptables agréés et les ADO, les volontaires, procèdent à l'enregistrement des actes. Parce que quand vous avez un acte, vous pouvez l'enregistrer directement auprès des impôts, mais vous avez la possibilité de l'enregistrer auprès d'un professionnel. Peut-être qu'il y a beaucoup d'erreurs, pas en tout cas chez moi. Voilà, c'est qu'on a dû instaurer une sanction pour l'expert comptable ou le notaire ou l'aide qui fait une erreur dans l'enregistrement de l'acte ou alors qui ne renseigne pas toutes les mentions obligatoires. Il va payer 1000 dirhams, c'était 10 000 dirhams au départ. Ils ont réduit cette amende à 1000 dirhams. Mais on a toujours la possibilité de 30 jours. C'est-à-dire que si j'enregistre l'acte et que je repère qu'il y a une erreur, on va revenir et rectifier et ne rien payer si je suis toujours dans le délai de 30 jours à partir de l'enregistrement de l'acte. Alors les baux, juste concernant les contrats de baux, on a juste défini quelle est la base imposable et on a distingué entre ceux qui sont supérieurs à 20 ans et inférieurs à 20 ans. En matière de droit d'enregistrement, de droit d'enregistrement, alors là, on sent que toutes les informations seront chez la direction des données. En fait, c'est pour ça que je rigole. Avant, on disait pourquoi la conservation foncière, ils ne consultent pas les registres de conservation foncière. En fait, il y a un peu 2 ans. Institution de l'obligation pour les notaires de présenter au bureau d'enregistrement de l'administration fiscale les registres minutes pour visa et lui transmettre une copie des actes portant leur signature électronique. Donc, chaque transaction immobilière qui passe à la direction de l'administration fiscale aura l'information. Aussi, interdiction pour les conservateurs de la propriété foncière de recevoir aux fins d'immatriculation n'importe quel acte s'il n'est pas enregistré aux impôts. Déjà, ça, c'est devenu noir sur blanc. Avant, est-ce que oui ou non, certains actes, il n'y a pas l'obligation, c'est pas écrit quelque part dans un texte, et là, maintenant, c'est bon. C'est tout acte qui doit passer à la conservation, il doit être préalablement enregistré aux impôts. Voilà. On va exonérer dans le chapitre social les actes de constitution de garantie, de constitution de garantie pour le compte des impôts et aussi pour lorsque je fais des donations pour des familles de Chouhada, ces donations doivent être exonérées en matière de droit d'enregistrement.
Alors, euh, vous êtes passé très vite. Un slide encore avant. Le slide d'avant, s'il vous plaît. Voilà. Donc ici, la clarification des droits d'enregistrement applicables aux opérations relevant du régime incitatif de restructuration des groupes. Alors la magie de ce que j'ai dit tout à l'heure, la restructuration de groupe, quand je fais le transfert d'un terrain d'une entité à l'autre, comme vous savez, il y a droit d'enregistrement qui s'applique. Bon, jusqu'à 5%, ou si c'est une foncière, c'est 6%. Lorsque je suis sur le chapitre de groupe, c'est un droit de 1000 dirhams, un complexe. Okay. Les dividendes. Les dividendes, comme on le sait, en 2023, la loi de finances 2023, dans le cadre de la réforme de l'IS, elle a instauré la baisse du taux de la retenue à la source. Sauf que c'était un peu compliqué avec la manière que ça a été envisagé. C'est un peu comme ce que j'ai décrit tout à l'heure. Ils sont revenus sur ça. C'est que j'ai dit c'est sûr que l'autre mécanisme concernant les groupes, ça va être modifié. En fait, ils avaient instauré qu'on passe de 15% à 10%, mais c'était les 15%. En fait, tous les réserves avant 2023 restaient à 15%. Et quand je suis en train de distribuer en 2025, il faut que je dise, est-ce que c'est le résultat 2025? Donc c'est le taux X. Est-ce que c'est le résultat avant 2023? Donc c'est 15. Imaginons que j'ai un dividende qui est hybride, qui vient d'une partie de avant 2023, une partie de 2024. Et plus on va avancer, ça allait être compliqué. Donc c'était compliqué. Ils ont remplacé ce dispositif par le taux de retenue à la source qui passe à 12,5% pour les montants distribués. C'est-à-dire tout ce que je distribue en 2025, quelle que soit la source, même avant 2023, il sera taxé à 12,5%. En matière de taux de retenue à la source sur dividendes, quand une société elle distribue des dividendes à ses actionnaires, il faut qu'il y ait une retenue à la source. Donc, elle était de 15%. Maintenant, on a juste arrangé le dispositif et il est devenu plus simple. Tout ce que je distribue en 2024, c'est 12,5%. Et on va atteindre le taux de 10% en 2027. Donc, tout ce que je distribue en 2027, il va être taxé à 10%, quelle que soit l'origine du résultat. Si on ne va pas distribuer d'ici 2027, ça restera à 10%. Ah, bien sûr. C'est le sacrifice. On va maintenant te garder ces 10%. Alors, il y a un dispositif qui était prévu, on l'a juste reconduit et amélioré. Quand je suis une société qui détient des actifs immobilisés, des terrains, des constructions, des titres de participation, souvent je veux vendre et acheter autre chose. C'est juste que normalement, quand on dit vendre au niveau d'une société, il y a plus-value, il y a impôt sur les sociétés. Donc je me retrouve, moi, c'est juste parce que je veux changer un actif par un autre, je vais devoir au passage payer de l'impôt. Alors que moi, je voulais juste remplacer. Ils ont créé un dispositif pour encourager les sociétés à renouveler leurs actifs, leurs machines, leurs matériaux et tout. Et donc, même si je vends, je ne vais pas payer l'impôt sur 70% de la plus-value. Donc, la plus-value va bénéficier d'un abattement de 70%. Ce dispositif, je disais, il existait avant 2025. C'est juste que cette loi, elle est venue pour le reconduire jusqu'à 2030 et rajouter une petite clarification. C'est que même les terrains et les constructions, ils étaient exclus. Même les terrains et les constructions, on peut les céder, même si j'ai des plus-values, ne pas payer dessus. Il y a des conditions, c'est que l'actif doit être détenu depuis plus de 8 ans, parce que là, on parle de renouvellement, ça veut dire quelque chose qui est ancien. Et je m'engage à racheter et à remplacer les produits de cession dans un délai de 3 ans. Donc, j'ai quand même un délai de 3 ans pour remplacer, pour réfléchir à ce que je veux acheter. Donc, c'est assez flexible. Et puis, bien sûr, il faut que je déclare cette opération auprès de l'administration fiscale pour qu'elle puisse
faire le suivi avec moi, est-ce que j'ai respecté la condition ou pas. Et enfin, ce que j'achète à titre de remplacement, je dois le garder quand même pendant une période de 5 ans. Donc ça, c'est un dispositif vraiment qui est très intéressant pour les sociétés qui avaient des actifs, qui voulaient les vendre et les remplacer par d'autres, mais ils avaient une problématique de plus-value, on leur a apporté la solution avec ce dispositif. Et enfin, pour la FIFA, comme vous savez, on est on a accueilli l'événement de l'organisation de la Coupe du Monde et grâce à cet événement, notre pays il est en plein essor. Franchement, on voit qu'il y a de la croissance économique partout, beaucoup de chantiers qui sont lancés et tout. Donc, dans le cadre de faciliter justement l'intervention des organes de FIFA sur notre territoire, on leur a accordé exonération en matière de tous les impôts. Donc, impôts sur les sociétés, impôts sur les revenus, TVA, droits d'enregistrement, donc qui sont réalisés par les organes qui vont être sur notre territoire jusqu'à 2030 pour accompagner justement la préparatif de la Coupe du Monde. Alors, et ça c'est une nouvelle à connaître. La notification électronique. Maintenant, en fait, ça existait, parce qu'on disait la notification peut également être effectuée par. Maintenant, c'est juste on a clarifié la notification peut être effectuée par voie électronique. L'administration fiscale, elle vous envoie un avis de contrôle d'imposition à travers l'adresse email que vous avez renseignée un jour lorsque vous avez cédé et donc l'adresse qu'elle a. C'est censé être réputé comme une notification qui respecte donc la voie légale. Et du coup, il faut bien, le conseil à donner, c'est qu'il faut bien s'assurer de l'adresse email qu'on donne à la DGI. Et si on l'a changé entre-temps, il faut revenir et faire une déclaration. Comme ça, on est sûr de recevoir en tout cas les notifications dans les délais prévus. Et s'il vous plaît, on avance. Alors, l'accord, merci. L'accord à l'amiable. Alors, la loi de finances 2025 est devenue juste pour mieux normer les aspects de l'accord. L'accord, il ne peut porter. Parce qu'avant, l'accord à l'amiable, c'est quoi? L'accord dans le cadre d'un contrôle fiscal, c'est quand il y a un contrôle fiscal, avant la clôture, on peut très bien donc échanger avec l'administration fiscale pour défendre notre position et justifier les éléments qui nous ont été imposés. Donc c'est une occasion qui est donnée au contribuable vraiment pour, avant de clôturer, d'apporter les éléments nécessaires de réponse. Donc ici, la loi de finances est venue juste pour mieux cadrer cette procédure. L'objet de l'accord, il ne peut porter que sur les questions de fait relatives aux éléments d'imposition évalués par l'administration. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire est-ce que oui, je suis imposable ou pas, tout ça. C'est vraiment des éléments de fait. Le contenu de l'accord, il est établi en double exemplaire. Donc là, on va vraiment rentrer dans le détail pour dire quelle est la forme qu'il doit revêtir pour qu'il soit valable sur le plan juridique. Et puis les effets juridiques de l'accord. L'accord est définitif et irrévocable. Je ne peux pas changer un accord et revenir par la suite. Il doit être accompagné d'une lettre de désistement du contribuable de tout recours. Je ne peux pas faire un accord et par la suite aller vers la Commission nationale de recours fiscal. Donc ça, c'est juste, il a été clarifié. Parce que, je précise, un des axes de la réforme de la fiscalité, c'est que le CGI doit être de plus en plus clair. Parce que nous, ce qu'on reprochait à notre Code général des impôts, par rapport à d'autres législations